Alors, je pense qu'on devrait commencer avec le livre, hein? La 5e saison, Réaliser sa destinée avec simplicité. C'est pas la première fois qu'on voit un livre sur la façon de réaliser son plein potentiel, ces choses-là. Mais là, ce que je trouve intéressant, c'est ça, c'est ce thème des 5 saisons. Où est-ce que tu voulais en venir avec tout ça? En fait, c'est assez simple. C'est pour ça que je voulais vraiment garder ça de façon très simple, d'où le sous-titre Réaliser sa destinée avec simplicité. C'est-à-dire que souvent, puis à travers les années, là où j'ai observé les gens qui réussissent le mieux dans leur vie personnelle et professionnelle, ce que je me suis aperçu, c'est que très souvent, on se complique la vie et puis que les réponses sont là. Donc, je dirais que la prémisse du livre, dans le thème principal, c'est que nous sommes destinés à réussir, mais que très souvent, on est programmé pour l'échec. Qui n'a pas une fois, là, justement, pris le vieux chemin pour aller au travail ou à la maison, là, puis ça faisait 3 mois qu'on avait déménagé, donc dans le sens que on va y aller par habitude. Hein? Des fois, on y pense pas, on fait les choses par automatisme. Et puis, très souvent, c'est ce qui nous arrive, c'est qu'on reste pris un peu dans une certaine zone de confort. Et puis, moi, ma zone de confort, je vais vous dire, c'est que j'ai appris, entre guillemets, quand j'étais jeune, que pour réussir dans la vie, il fallait faire des sacrifices. Il fallait travailler dur. Ça devait être comme un peu ardu. Et puis, dans le fond, il ne fallait pas rêver en couleur. Des choses que nos parents, en fait, les gens autour de nous nous ont appris à croire. Il y a moyen, justement, d'arriver à se réaliser avec simplicité, avec aisance, en aval. Contrairement au fameux saumon là, de Matane qui remonte le courant comme ça, puis finalement, il va y arriver, mais je veux dire, c'est obligé d'être si ardu que ça. Mais là, je suis certaine que les gens entendent ça, là, puis qu'ils ne le croient pas. Je suis certaine que ça vient chercher un paquet de vieux résidus de ce qu'on a appris. Puis vraiment, il faut y croire. Je suis tout à fait de votre côté quand vous dites qu'il y a des gens qui y croient pas, parce que ça m'a pris des années à finalement y croire, puis il a fallu que je paye le gros prix là, de frapper le mur au niveau personnel là, dans ma vie professionnelle. Et je vous dirais que aujourd'hui, j'ai compris qu'il y a des choses qui sont là, qui existent, qui sont là pour nous. Par exemple, de faire ce qu'on aime. C'est tellement simple, hein? Mais c'est ça. C'est qu'on n'a pas besoin de se casser la tête. Et très souvent, les gens, on se dit que 2 personnes sur 3, en fait, c'est prouvé là, au niveau de sondage. J'en ai même lu un dernier qui parle de 85% des gens qui font un travail qu'ils n'aiment pas. Ils préféraient aller travailler pour une autre compagnie, un autre patron, une autre position dans une autre ville, quoi que ce soit. Donc, si on regarde le côté conservateur de cette statistique-là, c'est-à-dire 2 personnes sur 3 qui n'aiment pas leur travail, est-ce que vous sentez que vous allez être bien servi par quelqu'un dans un service à la clientèle, un préposé au service à la clientèle qui fait son travail mais qui déteste son travail? Est-ce que c'est possible pour cette personne-là de bien servir ses clients? Je pense que la réponse est dans la question. Il reste que ça crée un grand tort, justement, non seulement aux entreprises qui sont là, aux employeurs, aux gens qui reçoivent le service, mais surtout à l'être humain qui est en arrière de cette pollution-là où on ne fait pas ce qu'on aime. Et très souvent, moi, je le vois dans les séminaires que je donne, les conférences que je donne, quand je pose la question et que je révèle cette statistique-là, je m'aperçois que les gens, très souvent, puis j'ai vécu ça, moi, où c'est par sécurité. Hein? Sécurité financière, sécurité, bon, on est confortable, on connaît les gens, j'aime l'équipe avec qui je travaille, des commentaires qu'on entend des fois, je veux dire, j'ai un bon fonds de pension, ou j'ai un fonds de pension, ou je veux pas perdre mes acquis, quoi que ce soit. Moi, je dis toujours que le prix à payer pour la sécurité, c'est l'insécurité. D'être confortable avec l'inconfortable. De toujours être prêt à se mettre à nu, à se lancer, à être, comme dirait, en fait, il y avait un article dans le magazine Fast Company il y a quelques années qui disait, en anglais, je vais vous le traduire ensuite, « Your job is change ». Ton emploi est le changement. Ce qu'ils disaient, eux, c'était pas que ton emploi va changer ou ton emploi est à propos du changement, il va y avoir du changement dans ton emploi. On disait que ton emploi est le changement. Donc, l'idée, c'est qu'on recherche de plus en plus des gens qui sont prêts à apprendre à apprendre. Hein, on va au-delà de ce qu'on a connu, c'est d'apprendre des nouvelles habiletés ou quoi que ce soit. Donc, ce qu'on veut, c'est être toujours prêt
si on veut, à l'insécurité ou à l'inconfort, d'être confortable avec l'inconfortable. Donc, ouais, mais sauf que qu'est-ce qui fait qu'on est inconfortable? S'il faut apprendre à vivre avec l'inconfort, ça veut dire qu'il faut garder notre emploi, il ne faut pas modifier. T'as peu, là, ça marche pas. On dirait qu'on est retourné en rond. Là. moi, ce que je veux dire, c'est que... José, ce que je veux dire, c'est que on doit devenir confortable avec le fait qu'on va être inconfortable des fois, qu'on va sortir de notre zone de confort. Donc, l'idée, par exemple, la croyance que moi j'ai eue toute ma vie, qu'on doit travailler dur pour réussir dans la vie, moi je dois me mettre dans une position où est-ce que l'idée d'arriver à dire, bon ben c'est possible de me réaliser et puis de le faire sans que ce soit ardu, que ce soit, en fait, le faire avec aisance, le faire avec bonheur, avec satisfaction, avec passion. Donc, d'avoir une job qui est payante, finalement, une vie qui est intéressante, qui est enrichissante, d'avoir les meilleures personnes autour de moi, d'avoir le meilleur genre de qualité de vie et de santé et tout ça, mental, psychique, physique, avec le moindre effort, oui, c'est possible. Ça, c'est la première étape, c'est justement de changer ses croyances. Et puis quand je parlais d'être confortable avec l'inconfortable, c'est ce que je voulais dire, c'est de se sentir sécure dans l'insécurité, c'est-à-dire, par exemple, financière. Donc, de laisser un emploi où on a l'impression que c'est notre salaire qui vient comme ça toutes les 2 semaines, on a un chèque de paye et tout ça, mais que de changer d'emploi pour quelque chose qu'on aime, c'est presque impossible parce que je vais perdre ce que j'ai maintenant. Mais c'est ça ce que je voulais dire. C'est que je disais, c'est que de se lancer vraiment là, à aller vers quelque chose qui est pour soi, qui est un peu de l'inconnu, mais qui va vite devenir une bénédiction plutôt qu'un fardeau avec le temps, justement parce qu'on a choisi de vivre et de faire ce qu'on aime. Donc, de devenir aussi, de devenir ce qu'on est. Puis l'analogie avec les 5 saisons, qu'est-ce que c'est? OK, les saisons. Premièrement, c'est qu'il existe 4 saisons, comme vous le savez, dans la nature, et il existe aussi 4 dimensions de l'être humain. Par exemple, on a une dimension intellectuelle que moi j'ai reliée à l'automne. Pourquoi l'automne, la période intellectuelle? Mais c'est que mentalement, ce que je dis, c'est qu'à l'automne, c'est le moment justement où on doit avoir une vision, comme le retour à l'école finalement. Donc, c'est une période un peu justement à caractère intellectuel, l'école. Donc, on retourne à l'école. Donc, on fait aussi une vision. Donc, je parle justement d'établir ses objectifs, de savoir vraiment, de dessiner le chemin dans lequel on s'en va. Puis ça, c'est la période de l'automne aussi où j'ai un chapitre sur l'évolution que j'appelle, où on pourrait dire la formation continue ou le développement de soi, le développement personnel, donc de devenir un étudiant à vie. Et puis, j'explique là-dedans à quel point c'est non seulement enrichissant au niveau personnel, mais ça va le devenir aussi pour ceux qui sont intéressés à voir ça. Ça le devient aussi au niveau financier. On dit que dans chaque maison aux États-Unis de 250 000 $ US et plus, qui est évalué à ce prix-là, et plus, il y avait un dénominateur commun, une bibliothèque. Savoir lire, c'est une chose, lire, c'est autre chose. Donc là-dessus, la période intellectuelle, l'automne, les feuilles tombent, on lâche prise. Donc, différentes images que j'utilise à travers les saisons, on lâche prise sur nos vieilles croyances et justement, on se refait du nouveau. Donc, savoir se renouveler et grandir. La période, disons, de l'hiver qui suit, c'est la période intellectuelle. Vous savez, les grandes... Spirituelle. Pardon, excusez, je me répète. Ouais, la période spirituelle, merci, de l'hiver, c'est cette période-là où, justement, on doit, contrairement à la façon dont les Nord-Américains vivent, où on prend la période, disons, de janvier pour remettre les compteurs à zéro. Moi, je viens du domaine des affaires, du domaine de la vente pendant longtemps, et à chaque hiver, au 1er janvier, on remet les compteurs à zéro, et puis on repart à neuf, et puis on a des nouveaux objectifs pour l'année, et puis c'est comme ça. On a des nouvelles résolutions, si on croit à ce genre de choses-là. Mais disons que la période de l'hiver, c'est la période où notre métabolisme tombe au ralenti, surtout pour nous, des pays nordiques. Notre sang s'épaissit, et puis il y a peut-être un petit peu même de graisse qui s'accumule pour justement nous permettre de passer à travers cette période-là. Mais c'est une période où on doit y aller, disons, à un rythme, disons, plus ralenti. Mais on est toujours poussé
à aller plus vite encore au mois de janvier. C'est contraire à notre biorhythme, disons, annuel. Et puis, on devrait plutôt en profiter justement pour revoir nos valeurs. Est-ce que nos actions sont toujours conformes et cohérentes avec nos valeurs, que ce soit personnelles ou au niveau entrepreneurial? Une période d'intériorisation. Hein? Comme la nature s'arrête, nous, on peut s'arrêter aussi pour penser. Tout à fait, tout à fait. Ensuite de ça, nous avons la période du printemps où j'ai fait un lien avec la partie émotive de l'être humain. Donc, la passion de faire ce qu'on aime, le côté aussi, je dirais, relation qui est très large dans le livre. C'est un des chapitres les plus importants, c'est-à-dire ce sentiment qu'on a face à soi-même. Donc, souvent, on a appelé ça l'estime de soi, parce que l'estime de soi, c'est quelque chose qui est soit un réducteur de réalisation ou de succès dans notre vie, ou un amplificateur. Donc, quelqu'un qui se voit plus petit qu'il est peut pas vraiment rêver grand. On va toujours avoir ou réaliser nos objectifs et notre destin, nos désirs en fonction du sentiment de valeur qu'on se porte. Donc ça, c'est en premier lieu. Au niveau de la relation, c'est aussi la relation que j'ai avec autrui. Donc, moi, je dis souvent qu'on ne peut pas vraiment voler comme un aigle si on se tient avec des poules. Vous savez que c'est bien important de faire attention avec qui on se tient. Et très souvent, malheureusement, les gens de notre entourage le plus près, que ce soit notre famille, même des fois des amis, qui vont un peu agir comme des éteignoirs, qui vont nous répéter, si on veut avoir une promotion ou quoi que ce soit, qu'on ne devrait pas rêver en couleur, que c'est beaucoup de travail, y as-tu déjà pensé, t'es-tu certain que tu veux vraiment t'embarquer là-dedans, il va y avoir beaucoup de voyagements, puis pense à ta famille, puis ta sécurité, puis tu veux partir à ton compte, mais pourquoi tu ferais ça? Voyons donc, t'as une belle job. Mais mon père encore aujourd'hui, que j'adore, qui me demande encore qu'est-ce que je fais dans la vie, il n'a pas compris parce que j'ai pas d'emploi de 9 à 5 et tout ça. Puis je comprends un peu ce phénomène-là, mais il reste que de plus en plus, on a, ici, surtout au Québec, des travailleurs autonomes et travailleuses autonomes. Et puis le moteur économique au Québec, vous savez, c'est 97% du moteur économique québécois, ce sont les PME et je dirais peut-être même les encore plus petites entreprises que ça. Donc ça va pour le printemps. Et l'été, c'est la partie physique. Et c'est là qu'on doit s'activer. C'est l'été où on prend ici, nous, nos vacances, qu'on devrait plutôt en profiter pour justement labourer la terre. Hein? Vous savez, l'été, c'est juste avant la récolte, mais c'est le temps qu'on doit labourer. On a semé au printemps, mais l'été, c'est le temps de travailler pour aller chercher justement les meilleurs fruits à l'automne. C'est Félix Leclerc qui disait « Moi, l'été, j'écris mes chansons et l'hiver, je les chante. » Et puis, je pense que ça résume bien ce qu'on veut dire entre l'hiver et l'été. Et puis, c'est peut-être pas le temps de prendre des vacances l'été, même s'il fait beau puis il fait chaud. Ce serait peut-être le temps, justement, d'en profiter, prendre des vacances l'hiver. Et là, bien sûr, il y a la fameuse 5e saison qui nous intrigue tous. Qu'est-ce que c'est, ça, cette 5e saison mystérieuse? Si j'étais pour vous piquer un peu, je vous dirais il faut acheter le livre et le lire pour le savoir. Mais disons que pour répondre à votre question... Je suis certaine que tout le monde va poser la même question. Oui, la 5e saison, c'est bien sûr le fameux mystère, mais l'idée, c'est que la 5e saison, c'est pas vraiment une partie comme telle, c'est plutôt un tout. En fait, c'est notre réalisation, donc c'est la réalisation, disons, harmonieuse de chacun des thèmes que j'explore à chacune des saisons, à chacune des dimensions, tout ensemble qui, justement, culmine vers la réalisation de soi. Et puis, de là, peut venir une réalisation individuelle, d'équipe, collective, quoi que ce soit. C'est l'intégration de tout ce qu'on a appris et de tout ce qu'on est, en fait. Tout à fait. Mettre toutes les saisons ensemble, toutes les dimensions de l'être humain, de faire ce qu'on aime, de faire ce qu'on est, d'aimer qui on est, d'avoir une vision pour notre vie, de demander les choses dans notre vie. On a simplement à demander les bonnes choses et il y a différents, justement, là, trucs là, que je présente pour aider le lecteur à se réaliser avec la plus grande simplicité possible.
Est-ce que tu dirais que, parce qu'on parle beaucoup de la réussite dans le livre aussi, est-ce que tu dirais que c'est le principal obstacle, ça, à la réalisation personnelle, la peur de réussir? En fait, la réussite, moi, je l'ai présentée au début du manuscrit, c'est que la réussite comme telle, le succès, c'est très souvent aussi là, ce que j'appelle, entre guillemets, la bébite d'aujourd'hui. C'est-à-dire que de vouloir réussir à tout prix et puis de courir après quelque chose et tout ça. Puis vous savez comme moi que 95% des gens courent à 140 km/h pour aller nulle part très souvent. Et puis l'idée, c'est que je vous dirais que de chercher comme ça, à courir vers quelque chose, c'est déjà le début d'une perte. Si on regarde la nature, il y a des cycles, il y a des choses qui existent qui font en sorte que si on ne respecte pas ça, on va être, comme on appelle en anglais, vous savez, le mot disease, maladie, ça le dit, c'est dis-ease. C'est lack of ease. En français, ce serait un manque d'aisance, un manque d'harmonie. Donc, aussitôt qu'on casse l'harmonie, que ce soit dans une relation sentimentale, que ce soit dans notre vie par rapport aux choses qu'on fait et tout ça, on devient, entre guillemets, malade. Donc, casser l'harmonie, c'est dangereux pour notre propre santé. Et puis, je vous dirais qu'une des images que j'utilise très souvent dans mes conférences, c'est celle de la fameuse banane. C'est-à-dire que très souvent, nous, pendant 30 ans, 40 ans, 25 ans ou 50 ans, on a épluché une banane en tirant sur la tige et tout ça. Mais le singe, lui, c'est l'expert en banane, vous allez être d'accord avec moi. Lui, il n'a pas le goût de se forcer pour impressionner son patron sur le nombre d'heures qu'il a travaillé, éplucher sa banane. Et puis, lui, un but dans la vie, c'est manger sa banane, aller dormir, se promener d'un arbre à l'autre avec ses Jane et compagnie, et puis de recommencer finalement, et puis de repartir avec une nouvelle banane. Et puis, à un moment donné, j'ai remarqué à une des émissions spécialisées sur le règne animal, que le singe, lui, ne voit pas les choses de la même façon que nous. Lui, il prend sa banane de l'autre côté et puis il fait tout simplement écraser le bout légèrement. Il tire sur les pelures et puis la banane s'épluche d'elle-même. L'as-tu essayé? Beaucoup de fois. Est-ce que ça marche? Ça marche à chaque fois. Mais savez-vous quoi, Marie-Josée? C'est que même si je le sais et je le présente dans mes conférences, le dimanche matin, avec toute ma panoplie d'habitudes, très souvent, je me rends compte que je suis en train d'éplucher ma banane du bout que j'ai appris à l'éplucher avec dès le jeune âge. Donc, encore une fois, la zone de confort qui revient, c'est pourquoi je présente le livre sous un angle différent pour proposer, en fait, une manière différente aux gens de faire les choses pour éviter, justement, de s'épuiser, mais quand même de réussir à se réaliser malgré tout. J'aimerais ça qu'on revienne justement sur le thème de l'épuisement parce que je pense que ça peut parler à beaucoup de gens qui nous écoutent parce que c'est ça, la réussite. Il faut apprendre à bien la comprendre puis à bien l'interpréter. Puis à un moment donné, toi-même, c'est ça, t'as frappé ton mur, comme tu dis, parce que tu avais une idée un peu erronée de la réussite. Et ce que j'aimerais que tu me dises aussi, c'est qu'il y a bien des gars qui se retrouvent pris là-dedans. Hein? Les gars. Tout un sujet, les gars. Les gars vont... ce qui arrive, c'est que quand on parle d'épuisement professionnel, bon, je disais tantôt 54% qu'on peut nommer, et puis les gens aux ressources humaines dans les entreprises voient le nombre de déclarations pour des réclamations, justement, au niveau de l'épuisement professionnel relié soi-disant au travail, augmente. Par contre, il y a un mythe qui existe que c'est une situation de femme. Et puis ça, c'est faux. En fait, comme mon médecin me disait que les femmes sont plus enclins à demander de l'aide, à s'ouvrir, à partager. Évacuer. Oui, à évacuer, à partager leurs émotions, leurs états d'âme et tout ça. Et puis, le fameux adage que « boys don't cry » existe toujours. Donc, les gars, eux, pleurent pas et tout ça. Et puis, pour vous dire, sur une note personnelle, moi, quand ça m'est arrivé, ça m'a pris 6 mois avant de le dire à mon père.
parce que j'avais peur, justement, qu'ils me jugent et qu'ils pensent que j'étais faible ou quoi que ce soit. Donc, malheureusement, on s'aperçoit que, effectivement, il y a autant d'hommes que de femmes qui peuvent vivre cette situation-là. Il y a de plus en plus d'hommes, je dirais, que je rencontre de plus en plus dans mes conférences et tout ça, qui viennent me partager leurs défis qu'ils ont vécu ou qu'ils vivent. Par contre, les hommes auront plus tendance encore aujourd'hui à ne pas communiquer ça aux bonnes personnes et ne pas le communiquer du tout. Ce qu'ils vont faire au lieu, c'est ils vont crier, ils vont se plaindre de différentes choses sauf de ça. On appelle ça chialer en québécois. Et vont boire, vont se battre verbalement ou physiquement. Et puis vont malheureusement se tuer. Le taux de suicide pour le ratio, je dirais, des hommes versus des femmes ou des hommes versus les hommes, femmes, hommes, pour les gens de 25 à 39 ans, on dit qu'il y a 4 hommes pour une femme qui va s'enlever la vie. C'est sûr qu'une personne, c'est déjà une personne de trop. Puis c'est sûr qu'aujourd'hui, il existe des recours, que ce soit au niveau bon, thérapeutique, relationnel, là, au niveau des psychothérapies, ces choses-là. Il existe des médicaments aussi qui ont sauvé des vies, littéralement, mais c'est une combinaison de choses. Puis chaque cas est différent. Il ne faut pas prendre tout là, noir sur blanc. Et puis, je dirais que c'est quelque chose qu'il faut être non seulement vigilant pour soi-même, mais aussi pour les gens autour de notre entourage. Qu'est-ce que tu espères donner avec ton livre? Qu'est-ce que tu espères donner aux gens? Oh, c'est ce que je souhaite donner vraiment, Marie-Josée, c'est vraiment une lueur d'espoir, dans le sens que c'est pas normal qu'on réussisse, en guillemets, notre vie en s'épuisant comme ça. Ça n'a pas de sens. Je crois beaucoup à l'être humain, en ses capacités et tout ça. Et puis moi, je dirais que je me considère, puis ceux qui me connaissent pourraient dire la même chose, que je suis un homme d'action. J'aime ça quand ça bouge, j'aime ça quand ça bouge assez vite et ces choses-là. Par contre, je connais maintenant, bon, mes limites et les limites aussi, de façon générale, du système de la collectivité. Mais il reste que le message, c'est que d'apprendre, bon, premièrement, à voir les choses d'un angle différent, que c'est possible, effectivement, de se réaliser pleinement, d'attirer les meilleures choses et personnes et éléments, et quoi que ce soit qu'on aime, qu'on veut dans notre vie, sans s'épuiser. Donc, c'est la première chose. Pour faire ça, il faut faire quelque chose de différent. C'est Aristote qui nous rappelait, il y a de ça presque 3000 ans, que si on fait toujours les choses qu'on aura toujours fait, on aura toujours ce qu'on aura toujours eu. En fait, mais c'est vrai, on rit, mais il reste que c'est la définition de la folie, de s'attendre à des résultats différents dans nos vies, mais de toujours répéter les mêmes choses encore et encore et encore. Que ce soit d'écouter la télévision, d'écouter les mêmes émissions de télévision, on va au même restaurant, on se tient avec le même monde, on pense les mêmes choses, on lit plus de livres, on lit les mêmes livres, on lit les journaux, je veux dire, on mange les mêmes aliments, mais on s'attend de notre côté à avoir un corps plus mince, plus en santé, à avoir un meilleur travail, une promotion des meilleures personnes autour de nous, une relation plus harmonieuse, plus d'argent dans notre compte de banque, etc. Et puis, de l'autre côté, c'est ça, on ne change absolument rien à ce qu'on fait. Mais si on veut que ça change, il faut qu'on change. Si on veut que ça change, il faut qu'on change la manière de voir les choses et de faire les choses. Mais ce que je veux dire, c'est pas à travailler plus fort. C'est important de travailler fort, mais c'est pas l'idée d'aller justement faire 70, 80, 90 heures par semaine pendant 1 an, 2 ans. De faire ça 1 semaine, 2 semaines de suite, tu peux comprendre. Mais l'idée, c'est qu'à un moment donné, c'est pas à travailler plus fort qu'on travaille déjà qui va faire en sorte qu'on va atteindre les résultats escomptés, mais c'est plutôt de faire les choses de façon différente. Donc, pour répondre à votre question, Marie-Josée, ça, c'est la première chose. Et puis, ce que je vais atteindre, accomplir avec le livre aussi, c'est justement d'inspirer les gens à passer à l'action. Dans ce sens-là, de croire justement que c'est possible d'atteindre la vie, leur destinée rêvée, si on peut dire, et de le réaliser justement sans trop d'efforts.